Bon, bah bonjour. Bonjour Priscilla. Merci d'être là sous cette chaleur. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Vraiment, merci d'être là parce que je sais qu'il fait chaud. Et puis, c'est en plein août. Ouais. Voilà, petit clin d'œil parce que tu es mon dernier épisode là, pour cet été avant la rentrée. J'en suis très ravi. Donc, écoute, on a appris un tout petit peu à se connaître via les réseaux sociaux et via les échanges qu'on a pu avoir. Alors, moi, j'aimerais que tu puisses te présenter aussi pour moi que pour ceux qui vont te découvrir, ma communauté et ta communauté, parce que l'idée, c'est aussi de partager autour de toi. Et puis, on reviendra sur, bien évidemment, notre sujet phare, Soleil invincible. Je te laisse te présenter. Déjà, bonjour à nouveau, Priscilla. Je suis très honoré, très heureux d'être à vos côtés pour échanger avec tous nos téléspectateurs. Je m'appelle Ahmed Bamba Ndiaye, mais Bamba conviendra. Je suis citoyen sénégalais, j'ai grandi au Sénégal et ensuite au Burkina Faso. Et aujourd'hui, je suis ici en tant qu'écrivain. On va parler d'un roman que j'ai commis, qui s'intitule effectivement Soleil invincible, texte que j'ai écrit pendant une décennie. Une décennie? Une décennie. Waouh! Bravo! Merci beaucoup. Mais qui vient un peu pas au terme, mais en tout cas qui vient à la suite d'autres textes que j'avais déjà produits depuis le lycée, en classe de première et puis en classe de terminale. Donc, des textes de poésie. Donc là, c'est une entrée un peu dans le genre du roman, ou du moins des sortes de retrouvailles. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et sous autres angles, je suis essentiellement juriste de formation, diplômé de Sciences Po Paris et puis de Panthéon-Assas Sorbonne, mais aussi diplômé en communication et en finances publiques. Eh bien, tout ce background. À côté de ça, moi, je vais rentrer sous terre. Non, pas du tout. Absolument pas. Non, mais bravo. Et c'est toujours inspirant de rencontrer des personnes qui ont fait beaucoup de choses et qui continuent. Et moi, j'ai envie de te dire bravo. En toute franchise, il me reste les derniers chapitres à finir, mais il en reste pas beaucoup. Je crois qu'il doit me rester 20 pages. Vous avez eu peu de temps. Oui, mais même, non, d'habitude, je lis vite. Mais là, j'ai eu quelques petits soucis perso qui m'ont empêché de me plonger à fond, mais il me reste 20 pages. Je vais les finir. Donc. En tout cas, ça a été un régal. Déjà, la première chose, parce que c'est bien écrit. Ouais, vraiment. Je dis pas ça pour te flatter. Hein. Non, je sais. Voilà, c'est vraiment bien écrit. Et aussi, ça ressemble. Il y a un mélange, parce qu'au-delà du roman, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que déjà, ça touche des sujets d'actualité. Moi, ça me parle toujours quand. En fait, je trouve c'est brillant justement d'aller prendre, parce que le roman de base, c'est un peu de la fiction, c'est un peu de l'imaginaire. Et là, en fait, d'aller chercher dans le réel pour s'inspirer et faire quelque chose, ça, je trouve ça brillant, parce que le message passe plus vite, plus fort, et aussi va toucher plus de gens, j'imagine. Et puis, j'ai retrouvé aussi un petit mélange... je sais pas pourquoi, des contes africains. Je sais pas, il y avait des lettres en gondi, là. Je me suis dit, ça ressemblait un peu à des petits contes un peu africains, les espèces de lettres qu'on retrouvait. Et ça, c'est hyper important. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses, moi, qui m'ont marqué. Et aussi, j'ai retrouvé aussi une forme d'essai, parce qu'il y a ce côté un peu réfléchi que j'ai vraiment aimé. Franchement, avec mon thé et tout, j'ai des preuves, je thé. Et moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi Soleil invincible? Non, mais déjà, vous me permettrez de vous dire que vous écouter a été aussi un régal pour moi, parce que je pense que quand on écrit, avoir des retours en live comme ça, et qui viennent nous conforter dans les choix qu'on aurait eu à faire, c'est très important. Je pense que rien de ceci n'est anodin, parce que c'est des choses aussi qui nous ont travaillé, je dis nous, je parle de ma propre personne, de ma femme, de mon entourage, de tous les amis qui m'ont revu. Ça fait l'objet de plusieurs discussions, et là aussi ça explique peut-être un peu la notion de la décennie, parce que ça a été un travail quand même des recherches et qu'on a voulu collaboratif,
Et quand je dis collaboratif, c'est réellement dire à une personne de confiance qu'on lui donne le texte et qu'on attend son retour et qu'on tiendra vraiment compte de ce retour dans l'architecture, dans la formulation, dans la genèse et dans toute la structure du texte. Donc, c'est déjà vous dire merci pour ce beau témoignage. Et pourquoi Soleils Invincibles? Là aussi, on aura eu à faire tout un cheminement. De prime abord, ce n'était pas Soleils Invincibles, mais à la fin, je viens directement à la conclusion parce que je ne veux pas trop empiéter sur le temps, mais à la fin, ça apparaissait nécessaire dans la mesure où on voulait un titre qui soit à la fois poétique, mais à la fois valorisant. D'un titre qui dise en fait quelque part ce que l'auteur tenterait de dire. J'évite de dire ce que l'auteur voulait dire parce que quand on écrit aussi, on essaie un peu de rendre l'auteur plus modeste, plus humble et de maîtriser un peu sa voix. Mais quelque part, si j'avais vraiment une part de moi que je souhaitais que l'on retrouve dans ce titre, c'était cette notion de dignité, cette notion de valeur. C'est ce qui se retrouve dans le livre aussi. Dans le livre aussi, et donc c'était cette notion-là parce que essentiellement le texte aussi parle de sujets très douloureux. C'est ça. Et je ne voulais pas en fait qu'on opprime ou qu'on piétine les acteurs ou même le lecteur avec ces sujets difficiles au point où à la fin on se trouve dans une sorte d'impasse. Donc il était nécessaire d'avoir un titre qui soit amélioratif, un titre qui fasse sens ou en tout cas qui fasse symbole des combats menés par les gens dont il est question dans le texte. Et quand je dis des gens, je parle de tout être humain, mais aussi je parle des Africains en particulier parce que tout le monde aura compris qu'il est essentiellement question aussi d'Africains dans ce texte. Et nous avons eu un continent avec une histoire qui peut être jugée de plusieurs manières, mais que moi, à titre personnel, je trouve une histoire très vaillante, une histoire très honorable et une histoire à respecter avec la même société. Ouais. Donc effectivement, tu disais que, enfin moi en fait ce que je retrouve, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui ressortent et même aussi, enfin on se retrouve un peu dans les quartiers, on se retrouve avec nos cultures dedans parce qu'à un moment donné, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que tu parles des murs qui sont pas finis d'être peints, des maisons. En fait, ça me parle totalement parce que quand tu vas à Brazzaville, moi je suis du Congo-Brazzaville, c'est exactement ça, quoi. Des maisons qui sont pas finies. C'est juste, genre, c'est peint, on voit tu sais, la couleur du béton même, ou même du ciment. Ça m'a marqué. Aussi, à un moment donné, quand tu arrives, le débrouilleur là, qui va dans le marché, et en fait, là, tu trouves plein de petits métiers, le cireur, en fait, c'est des choses qu'on retrouve un peu aussi chez nous, et c'est vrai que ça m'a touché, ouais. Petit clin d'œil. Là encore, je pense, c'est cette volonté-là de rendre hommage à toutes les vies. Et souvent, justement, on regarde de manière très lointaine, alors que autour de nous fourmillent plusieurs choses. Et je pense que, pour moi en tout cas, je pense que l'inspiration n'a pas forcément besoin d'être extraterrestre. On peut s'inspirer de ce qui est là, de notre environnement. Là, dans cette pièce, il y a des objets, mais chacun de ces objets peut se mettre à parler à l'écrivain. Et donc, un seul objet, d'ailleurs, peut donner plusieurs projets. Et donc, je pense que quand on est dans nos environnements, il est nécessaire de les narrer, de les amener dans le champ littéraire et de montrer qu'ils restent dignes d'intérêt. Et donc, il y avait vraiment, parce que si on est capable de peindre des paysages jusqu'à émouvoir des gens, à plus forte raison de peindre des vies. Et revenons un peu au cœur du sujet, un peu, enfin moi je l'ai perçu comme ça, c'est pas l'immigration, mais c'est quand même, je dirais plutôt, je vais le tourner positivement, le rêve comment dire ça, d'un monde meilleur. Et en fait, moi c'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est vrai que je me dis toujours, il faut construire, on va dire, chez nous, pour éviter justement
que l'immigration, ou peu importe comment ça s'appelle, arrive ici en masse. Parce qu'effectivement, à un moment donné, tu le soulignes très bien, c'est qu'en fait, je trouve que c'est l'ambassadeur qui arrive et tu dis, il dit que c'est des pays pauvres, mais en réalité, non, en fait, c'est des pays riches. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu as eu, toi, un passage de ta vie, est-ce que tu as eu des gens qui t'ont marqué pour pouvoir te plonger dans ce type de roman ou ce type de sujet particulièrement? En réalité, je pense que c'est parti plus d'une quête, et donc quand je dis d'une quête, de quelque chose d'abstrait, avant de devenir quelque chose de concret. D'accord. À la base, je cherchais un sujet qui me permette de parler de l'Afrique dans toute son amplitude. Et quand je dis parler de l'Afrique, il faut toujours partir de quelque part, mais je parle de l'humanité de façon générale. Donc, c'est pourquoi je dis que c'était abstrait. J'avais vraiment besoin d'un sujet emblématique qui me permette de traiter, pas du sujet lui-même, mais de la totalité, parce que j'avais cette ambition de globalité à la base. Et je pense que c'est pourquoi, après, l'immigration s'est offerte, ou en tout cas s'est proposée, parce que pour moi, c'est une bonne entrée en matière. C'est même une demi-heure. C'est une bonne entrée en matière dans la mesure où on ne parle pas juste d'imaginaire quand on parle d'immigration. On parle de rapport de domination, on parle de rapport de mobilité, on parle d'histoire, on parle d'économie, on parle d'oppression et de tout ce qui va avec. Mais on parle aussi de côtés beaucoup plus charmants comme de rencontres, de voyages, de rêves, entre autres. Et donc, je me suis dit que avoir justement un sujet comme ça me permettait de satisfaire mon ambition de globalité, ou en tout cas de totalité. Aussi, pourquoi je dis que c'était finalement quelque chose de très concret, parce que moi, je l'ai dit tantôt, je suis aussi de formation de sciences politiques, et il y a une chose qui m'a un peu, même pas un peu, mais qui m'a profondément hanté, c'est le fait de voir nos jeunesses, nos populations risquer leur vie pour aller ailleurs. Et je me suis dit, qu'est-ce qui ne marche pas? Et à cette question, les gens parfois vous diront, les jeunes rêvent ou c'est le rêve. Mais je trouve que ce n'est pas une réponse suffisante parce que ça fait abstraction de tous les rapports de force qui sont en coulisses. C'est sûr. Et qu'on ne peut pas taire quand on décrit ce phénomène. Parce que quelque part, ce phénomène, peut-être même le terme phénomène ne s'y est pas, mais ce n'est pas en tout cas quelque chose qui est là ex nihilo. Ce n'est pas ce n'est pas une cause, c'est un produit. Et il serait malhonnête de l'apprécier sans en revenir aux sources. Parce que souvent, quand on rêve de la Terre, on va dire une autre Terre, on voit pas forcément, on n'a pas le dessous de l'iceberg, en fait. Quand toi, et en même temps, moi, j'ai toujours dit, je le comprends totalement quand tu vois, surtout aujourd'hui, ça s'est un peu amplifié avec les réseaux sociaux, mais à l'époque, quand tu vois ton cousin ou ta cousine qui est parti en Europe et qui revient avec un air meilleur que toi, forcément, ça t'attire. Sauf que bon, effectivement, il y a ce manque de connaissances, et ça, je mets tout le monde dedans, que même nous-mêmes, qui avons grandi ici, n'avons pas pourquoi. Effectivement, la vraie question à se poser, c'est pourquoi cet élan-là vers l'autre, en fait, et pourquoi pas la construction. Mais en même temps, on est assujetti par des pouvoirs, des autorités qui, elles-mêmes, n'encouragent pas la richesse du pays elle-même. Enfin, là, je cible moi mon pays en particulier, mais je pense qu'on pourrait se retrouver. Encore le Sénégal, vous êtes un peu plus avancé déjà. Et deuxième point aussi, aujourd'hui, justement, si jamais tu donnes ce livre-là à des personnes, on va prendre quelques pays d'Afrique qui sont encore, on va dire, un peu plus sous-développés, même si j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux jeunes qui pourraient lire ton livre? Parce que du coup... Je pense que peut-être le premier conseil le plus honnête, ce serait juste de le lire et de se faire leur propre avis. De se faire leur propre avis. Et aussi peut-être d'entendre cette voix proche ou lointaine qui nous rappelle, je dis nous parce que je m'inclus dedans, qui nous rappelle qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut comprendre sa propre histoire. Il faut se comprendre. Il faut se l'approprier. Non par vanité,
mais surtout par détestation de l'ignorance. Parce que quelque part, on se déteste, mais c'est parce qu'on ne se connaît pas. C'est ça. Et je pense que donc il y a cette exigence de se connaître soi-même qui reste réelle. Aussi, je souhaiterais qu'ils entendent aussi cette voix remplie d'espoir, mais pas un espoir naïf, mais plutôt un espoir très convaincu que l'histoire est produit de l'action humaine. Et qu'aujourd'hui, nous avons l'initiative, ou en tout cas la possibilité de donner à notre histoire le cours qu'on souhaiterait lui donner. Et cela passe par, effectivement, réhabiliter notre estime de soi, réhabiliter notre rapport au monde, qui a été jusqu'à présent quand même un rapport très violent, et parfois qu'on a plus subi qu'autre chose. Et donc, aujourd'hui, il faut que aussi qu'on sache qu'on n'a que des égaux autour de nous. On n'a pas de personne qui nous soit supérieure ou de personne qui nous soit inférieure. Et le produit de l'histoire que nous sommes ne doit pas aussi nous contraindre à quelque défaitisme que ce soit. On a des défis, il faut les identifier, il faut les assumer. Et quand je dis assumer, c'est vraiment essayer d'y apporter les réponses que cela exige. Mais par-delà tout, il faut le faire avec la conviction et la sérénité que nous sommes sur la bonne voie. Oui, c'est sûr. Et je voulais rajouter aussi, bon après, effectivement, on a tous des égos et on est tous au même niveau, mais aujourd'hui, je pense aussi que ce qui est délicat, c'est la souffrance dans laquelle vivent certains peuples. Et c'est ça, en fait, nous, aujourd'hui, c'est un peu hypocrite de notre part. On est là assis dans un bâtiment spanien qui est super beau et on est en train de réfléchir à des personnes qui sont là-bas, mais en même temps, moi, je dis toujours, j'ai été emmenée ici, donc forcément, j'ai pas la même vision, mais surtout, je peux comprendre quand tu souffres, que tu aies envie de mieux et que tu n'as peut-être pas le temps, et c'est ce que nous, aujourd'hui, on a ce luxe-là, peut-être en Europe, d'avoir le temps de réfléchir et de peut-être, enfin, après c'est mon point de vue, mais de peut-être aussi aller comprendre, tu vois, comprendre, aller fouiller et s'approprier. Parce qu'en fait, arrivant ici, tu te rends compte tout de suite que tu n'es pas chez toi. Même si tu es français, même si aujourd'hui, moi j'aime la France autant que le Congo et je m'y sens bien, mais je sais toujours qu'on me le rappellera forcément que ce n'est pas ma terre d'origine. Et donc juste ça te pousse aussi, je pense, à aller, comme tu disais, s'approprier de qui tu es, de s'accepter réellement et aussi de comprendre son histoire. Et à partir de là, aller, comme tu dis, changer un peu le tournant des choses. Il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est déjà même la notion du meilleur. Quelque part, c'est quoi le meilleur? C'est vrai. Est-ce que le meilleur est rattaché à là où on est? C'est vrai. Donc à la localité. Est-ce que le meilleur est rattaché au statut? C'est vrai. Est-ce que le meilleur est rattaché à autre contingence que je ne sais? Donc déjà, moi, je refuse en fait ce fait de subordonner le meilleur à toutes ces contingences. Moi, je pense que aujourd'hui, je ne distingue pas le combat ou l'action que je mène ici aujourd'hui à Paris, de l'action que je mène ou que je menais quand j'étais au Burkina, ou de l'action que je menais quand j'étais au Sénégal. Parce que quelque part, le fil rouge, ce n'est pas où on se trouve à un moment T, mais qu'est-ce qu'on fait à chaque moment et quelle est l'intention derrière. Et je pense qu'on ne sera jamais peut-être dans des conditions similaires, mais on pourra toujours être animé par le même esprit. Et sous cet angle-là, je pense que aujourd'hui, peut-être si on parle de souffrance, les gens souffrent de différentes manières. C'est sûr. Je ne vais pas faire une cartographie des souffrances ou dire que celle-ci est plus atroce que telle autre, mais je pense que l'idée, et quand je parlais de globalité, c'était cela aussi, essayer de répondre à toutes ces formes variées de souffrance. La souffrance qui
s'assimile à la misère, donc à la précarité et à tout ce qui va avec. La souffrance économique, qu'elle soit moyenne ou légère, la souffrance culturelle, la souffrance sociale qui est réelle, mais aussi la souffrance mentale. C'est où on a tout, mais on n'est pas... Ah ben, il y a aussi ça, et c'est la plus difficile, j'ai l'impression. Après, si je fais un peu l'avocat du diable, on va dire aussi que quand tu regardes... Après, il faut le vivre, mais techniquement, quand tu vois des gens qui sont dans l'opulence, qui ont de l'argent, qui vivent, qui voyagent, tout ça, tu as toujours tendance un peu à les admirer, même si tu sais pas réellement. Et ça, en fait, je me mets à la place d'une personne qui n'a pas forcément de ressources financières, assez du moins, t'as toujours tendance un peu à les admirer parce que tu penses, et là où je te rejoins, c'est que tu penses que ton bonheur ou ton meilleur, c'est là-bas. Mais en Wolof, il y a une expression que j'adore, mais que j'ai du mal à traduire parce que la traduction, elle est toujours lâche, mais c'est la notion de kumpa. Quand on dit kumpa, parfois, une traduction encore lâche, ça va être curiosité. Mais en fait, vous pensez, parfois on pense que le bonheur s'articule comme ça, jusqu'à obtenir cette chose, après là, pour vite retomber dans une désillusion. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas perdre sa vie à courir derrière du faux. Et encore une fois, celui qui le dit n'est pas quelqu'un d'aisé ou quelqu'un qui est né avec une cuillère en or ou en argent dans la bouche, mais c'est quelqu'un qui vit sa vie de galère et qui vit la vie comme toutes les autres personnes. Mais je pense que s'il y a une chose, en fait, que l'argent ne peut pas acheter, et c'est tant mieux, c'est le bonheur. Ah ben ça, heureusement, et tu prêches, je suis convaincue, c'est sûr. Et je voulais revenir aussi sur un point qui m'a marqué. Déjà en tant que femme aussi, et plein de choses, mais il y a un point, c'est à un moment donné, c'est la relation qu'a effectivement une des filles, je ne serais pas pour ne pas spoiler, une des filles donc, qui tombe enceinte et qui est complètement, une synthèse qui est complètement radiée de l'existence, limite un peu pour ça, bannie. Et moi, c'est quelque chose, c'est un passage qui m'a touchée parce que non pas parce que je suis une femme, mais parce que je trouve que c'est violent et en fait c'est quelque chose qui est courant. Et je trouve ça bravo de l'avoir mis dedans, vraiment. Non mais sincèrement, je trouve bravo parce qu'aujourd'hui, surtout dans nos cultures africaines, on retrouve encore ce genre de choses qui sont plus ou moins dites ou pas du tout assumées. Et des fois, tu as juste un enfant hors mariage, même si des fois tu restes dans le transcendant familial, t'es mal regardé, tu vois, t'es un peu critiqué et t'es mis de côté. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus et comment tu t'as parcouru juste avoir ton point de vue, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Non, vous faites bien de le soulever, d'autant plus qu'on sait aussi que c'est un des nœuds du texte. Et je pense que pour l'écrivain, il y a aussi cette notion de tension. Je pense que ce sujet est important, ne serait-ce que du point de vue d'écriture, parce que c'est un dilemme. Et dans la vie de tous les jours aussi, dans nos sociétés en particulier, ce n'est pas juste un dilemme qui est une coquetterie sociale, c'est-à-dire que c'est juste pas une question de convenance, parce que parfois, on a tendance à juste banaliser la chose en disant que les parents, par exemple, réagissent comme ça, par convenance sociale, par le souci de que diront les autres, etc. Mais je pense que là aussi, quand on traite de sujets aussi délicats, il ne faut pas être superficiel. C'est-à-dire qu'il faut à la fois se rendre compte que bannir une personne de cette manière, c'est violent, ce n'est pas forcément la solution. C'est violent pour les deux. C'est violent pour les deux, mais il faut aussi savoir d'où l'autre parle, ou en cas, quel est le soubassement de sa décision. Parce que quelque part ici dans le texte en particulier, on parle quand même d'une famille où les parents étaient très conservateur, en tout cas, voulait vivre selon les règles de l'art et avoir une situation comme ça qui retombe dans les mains, c'est une vraie épreuve. Bah oui, non mais je l'entends. Hein. Mais là, effectivement, c'est pas un jugement contre les parents parce que je l'entends, mais en même temps, au vu de la société dans laquelle on est, où il y a eu beaucoup d'efforts là-dessus, je trouve que en fait, c'est violent, mais pour les deux en fait, parce qu'effectivement, même si tu as vécu dans des carcans comme ça, même si tu as été conditionné de cette façon en tant que parent, je trouve que même pour un parent, de dire à son enfant, niette,
C'est hyper violent. Et c'est les situations où desquelles personne ne sort gagnant. Ah bah complètement. Personne n'arrête des traces. C'est tragique. Hein. Je pense que c'est le mot, c'est la tragédie, c'est tragique. Et surtout, quand on sait que de l'autre côté, ça devait être c'est un heureux événement, c'est une naissance. Ah bah oui, donc, on se dit qu'il y a une naissance qui déclenche. Il y a un gros paradoxe. Et voilà, c'est un paradoxe, c'est une dichotomie. Et je pense que, quand même, aussi douloureux que ce sujet puisse être, je pense qu'il est nécessaire aussi de le mettre sur la table. Ah bah complètement. Pour que qu'il y ait œuvre de pédagogie des deux côtés, mais en tout cas, qu'on n'anéantisse pas non plus une vie de cette manière. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord parce que je trouve que moi, c'est toujours ce que je dis. Après, par exemple, quand on voit l'éducation, aujourd'hui, l'éducation positive, elle a du bon. Maintenant, moi, j'ai toujours aussi l'éducation qu'on a eue de nos parents qui était assez dure. Elle n'est pas non plus négative. Elle n'est pas non plus négative parce qu'elle nous apporte aussi, par rapport à ce qu'on pourrait croire, des forces. Des forces incroyables quand tu as des épreuves, quand tu as plein... En fait, si tu veux, tes propres épreuves, c'est un peu tes parents. Les premiers bourreaux, c'est un peu eux. Même si, encore une fois, je prends des situations qui sont vivables, non pas des tortures, des machins, vraiment des situations classiques où tu as été un peu, un peu malmené par ton père ou ta mère, mais quelque part, c'est un peu du bon aussi. Donc, c'est vrai que moi, je suis pas là pour juger, mais en tout cas, je suis là pour mettre en lumière et surtout dire que c'est intelligent de le... Et surtout, moi, la notion de parentalité, par exemple, c'est une notion qu'on ne questionne pas forcément, ou en tout cas, qu'on doit davantage questionner. Ah bah oui. Parce que quelque part aussi, c'est quoi être parent? On ne nous l'apprend pas. On ne nous l'apprend pas forcément. Et souvent, ça se passe par voie de consigne. Fais ceci, fais cela. Mais l'explication, encore une fois, et la pédagogie que cela doit... Parce que c'est une épreuve d'être parent. C'est très dur. C'est très dur. Et c'est souvent expliquer des choses peut-être qu'on ne s'attendait pas à expliquer. Et de vivre aussi des choses auxquelles tu t'attendais pas. Bah oui. Et donc, quand on prend ça sous cet angle, c'est très difficile. Mais je pense que la communication, au lieu de la brutalité, la communication au lieu de la rupture, la communication, la miséricorde au lieu de l'abandon, je pense que c'est nécessaire. Oui, bon après, ça effectivement, c'est comme je dis toujours, ça c'est des personnes qui ont une avance, des personnes qui ont fait un travail sur eux, qui sont capables d'avoir cette miséricorde-là. Tu vois, quand tu es un peu dans ton quotidien avec un gros ego, avec une forme d'ego qui dépasse tes pieds, des fois c'est difficile. C'est difficile d'avoir ce parti pris-là parce que avoir, comme tu dis, rien que le mot miséricorde, il pèse déjà dans la bouche. Parce que on sait que c'est pas tous les jours qu'il y a, quand il y a des conflits familiaux, que la personne va dire « Oh, je te pardonne », tu vois. Et je trouve ça louable, hein, mais effectivement, ça représente très peu de nos sociétés. C'est comme la communication. Mais peut-être c'est pour moi l'objet aussi, l'intérêt de ce genre de discussion, parce que quelque part encore, la vie est une sorte parfois de fardeau. Je ne suis pas pessimiste quant à la vie, mais c'est une sorte de fardeau ou une sorte de charge. Peut-être charge, c'est plus noble. La vie est une charge. Et donc, il y a cette notion de répartition des charges. Il ne faut pas qu'on se dise que peut-être c'est à l'enfant seul d'apprendre. Ou que c'est aux parents seuls de faire l'effort. Il faut qu'il y ait une répartition de cette charge. Et je pense que le parent intelligent, c'est le parent qui s'est en amont préparé à être parent et le parent qui, une fois parent, continue à apprendre pour être bon parent. Là où je suis moins d'accord avec toi, c'est que je dirais effectivement que se préparer à être parent, en fait, tu sais, enfin moi, je reprends une phrase de ma mère qui dit toujours tous les enfants sont différents. Mais en fait, pourquoi? Et en fait, se préparer à être parent, pour moi, c'est quelque chose, c'est que tu te prépares à un inconnu que tu ne connais même pas. Mais par contre, là où je suis d'accord, c'est apprendre en route. Tu vois, moi, je préfère, effectivement, moi, je sais que mes enfants ont énormément appris. Et oui, si je m'étais préparée,
j'aurais peut-être eu des désillusions. Non, pas forcément, parce que c'est comme quand quelqu'un fait un plan. Ouais. Quand on fait un plan, on ne se dit pas qu'il va se passer comme ça à 100%. Oui, c'est sûr. Ouais. On fait des plans, c'est juste prendre de l'avance ou se mettre en route. C'est une sorte de déclencheur d'une dynamique. Mais je suis d'accord qu'on n'accouche pas des mêmes enfants, mais la préparation ici, ce n'est pas pour venir faire exactement avec l'enfant ce qu'on avait prévu de faire, mais au moins se dire qu'on a conscience, se faire acte de conscience. On a conscience qu'il y a une vie qui arrive et qu'elle sera entre nos mains et on se prépare en conséquence. Ou en tout cas, on essaie d'être le moins démuni possible. Ouais, effectivement, ça c'est important d'avoir cette vision-là. Et un passage aussi qui m'a touchée, c'est la relation du coup de Brahman et son papa. Ça aussi, c'est quelque chose, moi, qui me marque beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on retrouve ça aussi dans beaucoup de familles africaines où, enfin, tu vois, et je me dis, mais c'est pour ça que tu dis, en fait, dans ton livre, tu as abordé énormément de sujets qui sont, tu lis un dictionnaire. Et tu vois, je me suis dit, mais il y a donc beaucoup de familles, en fait, le père qui se déchire avec son fils pour des choses, et en fait, et en soi, c'est, on va dire, c'est un peu classique. Et moi, ce qui me touche, c'est à un moment donné, quand il part, et là, il se retrouve avec des choses qui sont non dites. Et là, ouais, ça, je trouve ça bravo d'avoir évoqué, franchement, bravo d'avoir évoqué ce point-là, quoi. Vous savez, dire beaucoup de choses, c'est comme un peu quand on cuisine. Vous avez de nombreux ingrédients. Mais tout l'art consiste maintenant à en faire quelque chose. Et ici, quand je parlais d'amplitude, il y avait vraiment cette notion d'embrasser presque le monde, ou en tout cas tout ce qu'il y a d'existentiel. Je sais, c'est très, très ambitieux, mais en tout cas, c'était une volonté. C'était une volonté. Et puis, il y a une certaine, ce qui est admirable aussi, c'est qu'il y a une certaine liaison. Parce qu'on peut aborder plusieurs sujets, puis à un moment donné, on se dit, on se retrouve dans quel bouquin là. Mais là, c'est plutôt bien. et ça, c'est ce qui explique, en fait, parce que ne serait-ce que la forme pour porter chaque chose, ne serait-ce que le lien à trouver pour que ça ne fasse pas assemblage, mais que ça fasse quelque chose de vraiment fluide, etc., de beau et fluide, et que ça ne perde pas la personne. Je pense que c'est ça la difficulté en réalité. Parfois, de l'imagination, on en a tous, et parfois même l'imagination un peu débridée, ça va dans tous les temps. Mais je pense que l'autre difficulté, c'est vraiment utiliser maintenant tous ces matériaux-là et en faire quelque chose qui tienne. Et la notion, par exemple, de conflit presque intergénérationnel, mais aussi de conflit frontal entre un père et un fils, etc. Effectivement, ça revient. C'est très courant dans nos familles, dans toutes les familles, mais dans nos familles, ça prend parfois d'autres plus d'ampleur, parce qu'on n'est pas forcément... Et donc, ça aussi, c'était... pour moi, c'était quelque chose qui devait me travailler, autant que ça travaillait les principaux acteurs. Parce que c'est quelque chose que l'on redoute, mais qui, quand ça arrive, on ne sait pas forcément par quel bout prendre ça, quel est la porte de sortie. Souvent, on a des personnages dans l'entourage, comme dans le cas ici, il y a la mère qui essaie de faire tampon, etc. Mais on sait que parfois, même ces personnes-là finissent par être écrasées. Ah bah oui. Je sais exactement de quoi tu parles. Et donc, je pense que c'était normal aussi de venir dire à toutes ces personnes qui peuvent être dans cette situation et qui vivent aussi la dangerosité de ça et jusqu'où ça peut aller. Ça peut amener, et parfois, ça parle de, excusez-moi, mais de banalité. Vous l'avez dit tantôt, c'est de l'ego, mais très mal placé. Et donc, pendant qu'il est temps, je pense, l'intelligent, en tout cas, veillera à garder les choses dans leur juste proportion, parce que perdre la communication entre deux êtres qui s'aiment. Cher en plus, je trouve que c'est brutal. C'est brutal. Et il y a une question qui vient de m'échapper. Oui. Et du coup, moi, c'est aussi l'exercice d'écriture qui t'a pris une dizaine d'années. Et je trouve ça brillant, vraiment. Je pense que moi, j'écris, mais j'ai jamais voulu publier. Mais
Du coup, je me dis, ça va aussi inspirer peut-être d'autres jeunes, d'autres personnes, en tout cas de la communauté. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne justement qui a une idée avec plein de choses et qui arrive peut-être pas à matérialiser, comme tu disais tout à l'heure, effectivement faire la cuisine, savoir plein d'ingrédients, plein de choses. Si cette personne-là a tout ça mais qu'elle n'arrive pas à matérialiser, comment tu pourrais le booster un peu? Déjà, je retourne à la métaphore de la cuisine, mais dire que non seulement c'est de la cuisine, mais en cas, pour mon cas, moi, je préfère les cuisines douces. J'aimerais bien prendre dans ce concept-là. Parce qu'il y a des cuisines qui sont violentes. Non, les cuisines douces, c'est celles qui mettent du temps. C'est-à-dire celles où on se donne vraiment. Parce que parfois, faire des omelettes, on casse des œufs, au bout de 5 minutes, c'est des cuisines rapides. Donc, quand je parle de cuisine douce, c'est vraiment la cuisine qui mijote. Là où même le découpage est très fin. Ah ben dis donc. J'adore vraiment cette munitie. Ce n'est pas forcément le régime sous lequel tout le monde doit passer, mais je pense que cela permet plusieurs choses. Et une de ces choses, c'est de faire la paix avec son art, de faire connaissance avec son art et de faire la paix avec elle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sous une injonction de il faut écrire, il faut publier, il faut, mais c'est déjà interroger ce que l'on fait. Parce que quand on interroge l'écriture, on se rend compte qu'on n'est pas dans la banalité, on n'est pas dans ce que dans le passe-temps. C'est quelque chose de, en tout cas pour moi, d'où je parle aujourd'hui, c'est quelque chose presque de spirituel. Ben c'est ça, ça se ressent d'ailleurs quand tu parles. Ça se sent que tu es limite transcendé. Et ça n'a pas été toujours comme ça. J'ai fait chemin, j'ai écrit très tôt, j'ai publié très tôt, mais aujourd'hui, je n'ai pas le même rapport à l'écriture, je n'ai pas le même rapport à mes textes. Et je pense que ça aussi, c'est vraiment laisser la chose mûrir. Si on soupçonne qu'on est tenté, se donner le temps d'écrire, de ne pas se censurer. Moi, j'ai horreur des gens qui n'écrivent pas parce qu'ils supposent qu'ils écrivent moins bien ou ils écrivent moins bien que telle ou telle autre personne. Oui, mais ça, c'est plutôt un manque de légitimité. C'est le syndrome un peu d'imposteur. Justement. Et il faut mettre cela à la poubelle. Parce que... Ça se travaille. Oui, mais il faut que quand on veut vraiment atteindre le bout de sa quête, je pense qu'il faut se départir de ça. Et ça, il faut aussi, quand je dis ça, je suis en train de donner un conseil, mais je ne veux pas que ce soit brutal. Il faut vraiment être indulgent avec soi-même, il faut être indulgent avec sa plume. Et au bout du compte, vous allez vous rendre compte que vous avez vos propres mécanismes. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que pour écrire un texte, si un jour, c'est déjà arrivé, des gens me proposent un projet, il faut écrire, écriture sur commande. Déjà, je suis je vois ce que tu veux dire. Très mal à l'aise avec l'idée. Il y en a qui sont doués, qui peuvent le faire, mais aujourd'hui, moi, d'où je parle, je suis très mal à l'aise. Oui, parce que c'est de la passion, donc ça sort de toi, c'est vraiment ta créativité. Et peut-être qu'un jour, je pourrais le faire, mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai du mal avec, mais surtout la notion de temps. Une personne viendra vous dire, est-ce que tu peux me faire ceci dans 6 mois? Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai besoin de plus de temps. Peut-être pour prendre quelque chose de similaire que quelqu'un d'autre aurait écrit en 2 ans. Peut-être pour écrire quelque chose de plus médiocre que quelque chose d'écrit en 1 mois, 3 mois. Peu importe. Mais moi, ce n'est pas ça mon jugement, c'est pas ça mon curseur. Mon curseur, c'est la préparation ou l'état d'esprit, l'état de bien-être. Parce que moi, j'écris aussi. Je veux écrire en étant faut pas que ce soit de la torture. Faut pas que, même quand on écrit sur des sujets difficiles, il faut le faire avec sérénité. Parce que c'est quelque part, finalement, ça aussi qui permet au lecteur de trouver une sorte de lumière par rapport à ça. Et c'est cette énergie qui se transmet aussi, on la ressent. Et c'est pourquoi moi, je n'ai pas peur de parler de sujets délicats ou de sujets qui fâchent, etc. Parce que
quelque part, je travaille aussi sur moi pour que le sujet ne me perde pas. Ouais, c'est sûr. Et je ne veux pas aussi que le lecteur soit plus tourmenté ou traumatisé. Après, des fois, il y a des livres qui sont faits pour ça. Oui, mais je sais, mais quand on peut être tourmenté par la beauté, c'est-à-dire se dire, waouh, comment est-ce possible? On n'a pas besoin de choquer, ni de courtiser pour séduire. On peut être ordinaire. On peut être ordinaire. Et je pense qu'il faut que ou en tout cas, je souhaiterais que les gens sachent que l'écriture n'est pas mystique. L'écriture n'est pas de l'ordre de l'extraordinaire. L'écriture, c'est une passion, c'est une rencontre, parfois créée, et provoquée. Puis des fois, c'est juste un besoin de l'idée. Ouais. Et demain, si vous vous rendez compte que ce que vous écrivez dépasse votre personne et que, en fait, il serait égoïste de les limiter, là encore, il faut se parler à soi-même. Et c'est-à-dire laisser partir. Super. Écoute, là, je pense que tu auras motivé plusieurs personnes. Je vais revenir du coup à tes projets. J'imagine que tu dois avoir... tu sais ce que je pensais, moi, en lisant ton livre. Je me suis dit, il faudrait qu'il adapte au cinéma. Donc, j'y reviens et en même temps, je te glisse une idée. Ouais. Quels sont tes projets là pour... Mais déjà, encore vous dire que depuis, moi, j'adore cet échange parce que vous me donnez aussi de la force. Merci. Vous me confortez dans beaucoup de choses ou de choix. Et là, la notion de il faut que ça passe au cinéma, je vous assure que les bêta-lecteurs, la plupart sont venus avec cette idée. On me dit, non, mais ça c'est écrit pour le théâtre, ça c'est écrit pour le cinéma. Et j'étais très soulagé parce que à la base, quand j'avais plusieurs idées comme ça, je m'étais dit aussi que j'avais besoin de points de repère, c'est-à-dire d'une sorte de triptyque à laquelle je devais tout le temps revenir si je sentais que j'étais en train de me disperser ou de me perdre. Et parmi justement ces objectifs, c'était qu'il fallait que le texte soit visuel. Oui, parce qu'en fait, on le vit réellement. Il fallait que ce soit visuel, fallait que ce soit simple et il fallait que ce soit dynamique. Et donc, la notion de visualisation ici, moi, je l'associe au cinéma. Il faut que le lecteur voie en lisant. Écoute, c'est bien passé. Je suis flageant, j'en suis très heureux. Mais donc, ça rejoint un peu cette notion parce que les arts, aujourd'hui, on a tendance à vraiment compartimenter. C'est la littérature, c'est le cinéma, c'est la science. Mais moi, je ne crois pas à tout ça. Moi, je ne crois pas au compartiment. Moi, je crois à la connaissance, je crois à la beauté et je crois que toutes ces notions sont indivisibles. Ah ben c'est sûr. Et donc, je pense que le roman doit franchir le pas du cinéma ou la porte du cinéma sans difficulté, sans pédantisme, mais non plus sans excès d'humilité. Et je pense que les arts, les connaissances, les regards, les expériences doivent vraiment vivre cette sorte de brassage. Et donc, oui, là, j'ai beaucoup développé sur la notion du cinéma, mais pour aussi répondre aux autres questions sur les autres projets. Vous savez, je ne veux pas être trop égoïste, mais souvent, j'ai peur de parler des projets. Non, mais ce que tu as en visibilité. Oui, mais c'est surtout parce que je sais que je ne peux pas trop faire attendre. Et moi, je sais que j'ai besoin de temps. Mais juste pour donner les grandes lignes, par exemple, ce texte, il paraît, mais il bouscule mes projets. Parce que j'avais prévu, là, j'ai d'autres textes qui ont déjà été écrits et qui sont déjà en phase de publication, qu'on devait publier là, presque dans la foulée. Mais avec ce texte qui prend une place, et tant mieux, qui prend une place et qui manifeste encore qu'il a besoin de choses à dire. Donc là, je dois carrément temporiser, lui laisser encore un peu de temps. Mais voilà, les autres textes sont déjà prêts. On est prêts pour la suite. Et de l'autre côté, voilà, moi,
là même, j'entre dans une autre phase aussi de création, parce que voilà, les textes déjà écrits ou déjà publiés ou non, pour moi, voilà, aujourd'hui, je peux dire que ça appartient un peu à l'histoire. Et ce qui appartient au futur, c'est voilà, ce sur quoi maintenant là, tu vas te concentrer. Il y a une partie d'écriture, mais voilà, je suis vraiment actuellement dans la phase d'entrée ou en tout cas dans la phase de conclusion parce que c'est aussi un travail que j'avais commencé depuis 2016. Mais depuis 2016, ouais, je cherche la forme, je cherche la documentation et là, de manière très imminente, je dois entrer en phase de vérité, c'est-à-dire de rédaction. Eh ben dis donc, écoute, on a hâte, on a hâte. Et on va arriver à mes questions signature, mais juste avant, je vais en rajouter une, qui m'a taraudé tout à l'heure. Juste, quel est le livre qui t'a le plus marqué et qui t'a profondément secoué ou changé l'esprit? En une réponse. C'est délicat. Ce livre. Mais je pense que ce que vous aurez vu avec moi dans cette conversation, c'est que moi j'ai du mal. Mais justement, c'est pour ça que je te pose la question. Et réellement, je ne suis pas un défi, mais j'ai réellement du mal. Ah bah oui, mais bon, écoute, je te propose quoi? Cette question-là, elle va rester fermée, mais on se refait en septembre une deuxième émission sur un petit 5 minutes sur cette question. Je te laisse réfléchir. Non, mais ça va marquer, tu sais pourquoi je te dis ça? Moi, je parle aussi aux jeunes qui te suivent, qui ont envie d'être demain, que tu inspires, tu vois. Si aujourd'hui, tu as été inspiré toi par des choses, c'est important de pouvoir le donner aussi aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait partie de notre deuxième épisode. Allez, Non, mais je le dis avec beaucoup de réserve en disant que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 an, vous me reposez la question. Ça va changer? Ça va changer. Mais c'est pas grave, c'est une question spontanée. Mais vraiment un texte qui m'a... T'as bouleversé. Qui m'a bouleversé. Vous me posez une colle. Mais justement, c'est pas grave, tu gardes. Vous me posez une colle, mais je vais donner quand même un. Ah, merci. Mais en fait, je le donne, mais en me disant encore, ça reste un peu circonscrit parce que c'est en Wolof. C'est pas grave. Le Wolof, c'est une des langues nationales du Sénégal. Et Maganum Gandem, c'est un texte écrit par tonton Boubacar Boris Diop, voilà, qui est presque écrivain novélisable, qui a écrit Mourambi, le livre des ossements, qui est son livre le plus célèbre. Mais en tout cas, moi, son texte qui m'a le plus travaillé, en tant que lecteur, en tant qu'écrivain, en tant que être humain tout court, c'est Maganum Gandem. Et ce texte continue encore de... merci à lui. Merci à lui. Mais voilà, je tenais vraiment à partager ce texte. Mais là, j'ai dit que c'est circonscrit parce que c'est essentiellement les gens du Sénégal, de la Gambie, peut-être qui auront ce texte. Mais un autre texte. C'est pas grave, Amazon est là, on va les chercher. Oui, on va les chercher, mais c'est en Wolof pour le moment. C'est encore traduit. Mais un autre texte, par contre, en français, qui pour moi peut avoir cet effet-là, c'est le texte de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. C'est un texte curieux. Il est bizarre, mais dans le bon sens du terme. Mais c'est un texte bizarre. Et profond. Mais il y a... En fait, c'est un texte bizarre. Mais c'est un texte qui travaille. Et je pense que... Tu me redonneras, je mettrai sous la vidéo comme ça. Je pense que... J'ai pas respecté les conseils, j'ai pas été juste. Et même moi, je ne suis pas encore satisfait de mes réponses. On reviendra. Mais on reviendra. Je te contacterai, tu réfléchiras à cette question si ça peut marquer les gens. Et puis, je vais atterrir sur mes 2 questions signatures. La première, c'est quel est l'élément qui t'a le plus marqué, en tout cas un événement positif ou négatif qui t'a changé? Parce qu'en fait, le podcast, c'est le papillon, et le papillon, il renaît, et souvent à l'intérieur, enfin nous, en tout cas, c'est une renaissance intérieure, et quel est l'événement qui t'a changé? L'amour.
Oh, ça c'est beau. Ah là là là, j'ai envie d'être pause. L'amour de mon père d'abord. Ah, mais peu importe, c'est l'amour. Oui, mais de mon père, non, mais oui, mais j'arrive parce que je dis de mon père d'abord parce que quand j'étais tout gamin, quand j'étais tout gamin, j'étais un peu une sorte de brebis galeuse, voilà. Mais c'est la confiance de mon père qui m'a mis en selle. C'est mon père qui m'a vraiment porté. Et depuis, je n'ai plus besoin, par exemple, de réconfort de temps parce que j'ai été tout cet amour. Voilà, depuis le début. Et voilà, et après, il y a l'amour de ma mère, de la fratrie, de ma femme aujourd'hui, de mes amis. Et je pense que moi, c'est l'amour qui m'a toujours tendu. Mais ça se sent, t'es un homme passionné. Et je pense que j'ai eu beaucoup d'épreuves par contre, beaucoup d'épreuves, de déception, de quoi que voilà, une vie ordinaire d'un homme ou d'une personne qui se cherche. Mais je pense que la conviction ne m'a jamais quitté, que mon destin est d'être heureux et ça c'est grâce à l'amour. Eh ben écoute, c'est une très belle réponse. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, tu l'as scotché. Et puis ma deuxième question, c'est justement, tu parles de cet amour. Et bon, j'ai déjà à peu près ma réponse. Comment aujourd'hui cet amour te porte pour réaliser, parce qu'aujourd'hui tu fais beaucoup de choses, pour être cet homme heureux et tous les projets que tu fais à côté. Qu'est-ce que ça a changé cet amour concrètement? Déjà, se dire que c'est possible. Je me suis rendu compte qu'en fait, de nombreuses personnes avaient des blocages et souvent c'était des blocages intérieurs. Oui, intérieurs. Parce que leurs expériences ou ce qu'on leur a dit, et c'est pourquoi il faut très faire attention à ce qu'on dit, surtout aux enfants. Surtout aux enfants, il faut vraiment être positif parce que je vous assure qu'un mot bien placé change parfois le destin. Et à l'inverse, un mot peut détruire. Et voilà, moi j'ai vu les deux cas, j'ai vécu les deux cas et je sais que ça peut être très pénible, quoi. Même quand on est très solide, je sais que ça peut être très pénible. Et donc je pense que le fait de se dire que c'est possible, tout est possible en fait, tout est possible. Le fait de rêver, parce qu'on brille souvent le rêve, ou quand on est adulte, ou même le rêve est déprécié, on va vous dire que tu rêves encore. Moi, sans le rêve, ma vie est fade. Ah ben c'est sûr. Moi, sans le rêve, ma vie est fade. J'ai besoin de rêver pour réfléchir, j'ai besoin de rêver pour prendre les actions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe si le plan professionnel, si le plan sentimental, peu importe, quand il n'y a pas de rêve, vous m'avez perdu. Écoute, on va s'arrêter sur cette très belle parole. Quand il n'y a pas de rêve, vous m'avez perdu. Eh ben merci beaucoup. Merci, frère. C'est un super moment que j'aurais aimé prolonger vraiment. Mais on se fait un deuxième épisode à la rentrée. C'est promis. Et encore une fois, merci de votre bel accueil. J'ai adoré discuter avec vous. J'ai adoré aussi échanger. Je m'excuse d'avoir été parfois très long, mais on est porté par la conversation, on est porté aussi par la passion littéraire. Et vous aussi, ça sent que vous aimez les rêves. Et je pense qu'il n'y a que des gens qui aiment les rêves, qui peuvent en faire parler, qui peuvent écrire et surtout qui peuvent aussi partager. Et donc, merci d'avoir partagé. Merci beaucoup.